Alors, je me présente donc Alexandra Crémois de l'agence Tipeee Architecte. Je suis architecte depuis 24 ans. Donc, j'ai eu la chance de travailler au sein de belles agences nantaises, l'AIA, Formasis, pour ne citer que, grâce auxquelles donc, j'ai pu travailler dans des projets d'envergure, des lycées, des hôpitaux, des équipements publics. Et puis, il y a 7 ans, j'ai monté l'agence Tipeee, donc en 2015. J'avais vraiment une volonté de me rapprocher d'une échelle plus humaine de l'habitat de manière générale, de par mon histoire personnelle et puis par vraiment une accroche sur la rénovation. Donc, effectivement, depuis 2015, je fais de la rénovation, en particulier donc, du patrimoine ancien. Alors, ça peut aller des bâtisses en pierre, ça peut aller aussi sur du passif, puisque j'ai eu la chance de faire une rénovation en pierre, en passif, il n'y a pas très longtemps. C'était un peu sportif. Donc voilà, et donc toujours avec une certaine éthique qui prend toujours, enfin encore plus son sens aujourd'hui, puisque à travers la transition énergétique, donc tout un côté éco-responsable, ça peut être à travers une démarche, mais bien sûr à travers les matériaux, des matériaux biosourcés quand on peut. Donc je cherche toujours ça effectivement dans tous mes projets, quelle que soit la personne que j'ai en face. Et donc j'ai... Ah lui, alors du coup, hop. J'aurais dû mettre ça d'abord. Donc voilà, donc je m'arrête là pour ma présentation. N'hésitez pas, si vous avez envie, d'aller faire un petit tour sur mon site et sur Instagram. C'est un moyen de communication pour nous, je trouve, qui est assez intéressant pour... alors c'est vrai que c'est moins académique que nos études d'archi, voilà, mais ça permet peut-être de rendre notre métier un peu plus accessible et puis d'en parler de manière un peu plus fluide à un grand public qui n'a pas forcément l'habitude. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire du projet de Benjamin et Émilie, donc sur le changement de destination. Donc comme le disait Julien tout à l'heure, moi je suis typiquement là avec ce projet-là dans une zone agricole. Et pour parler de ce projet-là, j'ai essayé de le mettre en fait dans un contexte, c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire un petit sommaire, sur vraiment le développé qu'on va avoir nous dans notre projet de manière générale. Donc en 5 grandes étapes, on va dire, du premier contact, l'étude de faisabilité, comme on disait tout à l'heure, ça c'est un point super important. La phase d'étude, ça veut dire que quand on dépose le permis de construire, effectivement, on s'est assuré que ça fonctionne et qu'on ne va pas avoir un refus. Des incomplets, on peut en avoir, mais qu'on évite un peu le refus, c'est quand même mieux. Et donc le DCE, qui ne fait pas partie vraiment du sujet aujourd'hui, mais c'était pour en parler aussi, pour avoir la mission complète et la réalisation de l'ouvrage. Donc voilà, donc le loft d'Émilie et Benjamin, donc c'est un projet qui date de 2015 pour moi et qu'ils ont réalisé eux on va dire en éco-construction, puisqu'ils ont réalisé eux-mêmes le chantier avec des artisans qu'ils connaissaient. Enfin voilà, eux ils sont nés ici, leur grand-père était ici. Enfin voilà, c'est vraiment, ils sont nés dans cette commune. Donc le premier contact, j'en parlais tout à l'heure, au début, c'est vrai qu'en fait chaque projet est unique. C'est vraiment lié à votre image, à votre personnalité. Donc c'est vraiment important de se comprendre et de vraiment faire le lien entre vos souhaits, ce que vous avez vu. Je trouve que de plus en plus, c'est vrai qu'avec, que ce soit avec la télé ou avec Pinterest, on vient nous voir avec des images, mais qui ne sont pas toujours possibles dans la réalité. Donc voilà, donc le but, c'est sur ce premier rendez-vous. Moi, je sais que je le fais sur site. Et puis, on voit ensemble pendant au moins 2 bonnes heures, effectivement, vos souhaits et la coordination qu'il peut y avoir avec. Sur ce rendez-vous, moi, en fait, ce premier contact, je vous fais un compte-rendu, en fait, sur lequel on a tout un récap, un peu comme disait Julien tout à l'heure, avec la réglementation, ce que vous pouvez faire ou pas faire. Une proposition de planning aussi, évidemment. Voilà, et je vous ai mis en rouge, d'autant plus que lorsque nous sommes dans des secteurs agricoles, naturels ou classés. Personnellement, j'ai pas eu à travailler dans des sites naturels, mais agricoles, j'ai au moins 5 ou 6 projets. Et les classés, beaucoup. Étant sur Clisson, on a souvent les architectes des bâtiments de France qui sont là. Donc l'étude de faisabilité, elle est super importante. Donc là, vous voyez le projet avant et après. Donc effectivement, avant, c'était on en parlera tout à l'heure, c'était une vieille grange. Il y avait toute une partie, en fait, la partie haute. Alors comment ça marche? Hop là. Cette partie-là, pardon, qui était en fait pour une grange, rangement à foin. Et puis ici, en fait, la partie où il y avait des cuves enterrées, puisqu'en fait, Prosper, de son prénom, était propriétaire donc de tout ça. Et en fait, il avait les 2 activités
sur cette bâtisse. Et donc le projet est réalisé aujourd'hui. Enfin, moi, c'est des plans que j'ai dessinés en 2015. Le chantier s'est fait, on va dire, en 2015-2017 à suivre. Donc les 3 grandes étapes de la faisabilité, on en a parlé, c'est vrai un petit peu tout à l'heure, c'est les réglementations, le zonage du PLU et donc les outils. Voilà. Donc là, les réglementations, donc ça c'est le projet réalisé aujourd'hui. Le PLU, bon, c'est bien, je n'ai pas besoin de me répéter, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement le droit à construire, donc ce document, il est inévitable. C'est les premières conditions de votre projet, donc c'est important qu'on puisse le lire dans la faisabilité et dans le compte-rendu pour pouvoir vous donner un petit peu ce qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est voilà, plusieurs contraintes, c'est le gabarit, c'est effectivement les zones, qu'elles soient ABF, enfin architecte des bâtiments de France, protégés, des zones à risque. Il peut y avoir des PPRI, des plans de prévention des risques. J'ai travaillé moi sur Grenoble pendant un certain temps. On avait effectivement des contraintes par rapport aux avalanches. Voilà. Et puis après, ça associe aussi effectivement la réglementation thermique, même si aujourd'hui, dans la rénovation, on est toujours en RT existant. Moi, j'ai eu un cas il y a 15 jours où il peut y avoir des confusions auprès des services instructeurs ou de nos au service urbanisme où effectivement on commence à nous demander la RE 2020 et en fait voilà, donc là pour ça il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un bureau d'études. Enfin moi, en tout cas je travaille régulièrement avec des bureaux d'études thermiques qui m'aident à effectivement bien analyser les choses qui peuvent être plus ou moins enfin, c'est important de lire entre les lignes et puis le lien effectivement avec votre budget puisque c'est le nerf de la guerre. Voilà, la faisabilité donc en termes de zone PLU, donc la cartographie et le zonage PLU, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'en fait on a effectivement une zone, donc là en l'occurrence la zone agricole pour ce projet-là. Et puis on a la cartographie et le règlement qui va avec. Julien, tu n'en as pas parlé, mais je trouve que ce qui peut être important aussi quelquefois, c'est les géoportails de l'urbanisme. Il suffit juste de noter l'adresse et ça peut vous éditer une fiche où vous savez effectivement dans quelle zone vous êtes et puis ça vous fait un lien en fait vers toutes les communes n'ont pas une cartographie active comme sur Nantes. Donc voilà, donc la particularité de ce projet, c'est que j'étais en zone agricole. Donc ce projet-là, c'était en 2015. J'allais dire à l'époque, ça s'est plutôt bien passé. Mais je vous ai mis ici effectivement, donc Julien l'a dit tout à l'heure, être agriculteur exploitant. J'ai eu 3 projets il n'y a pas très longtemps, enfin dans l'année, où effectivement, moi c'est la première fois que ça m'arrivait. Et quand j'ai lu le règlement et qu'on m'a dit, enfin que c'était écrit effectivement qu'il fallait être exploitant, sinon ça marchait pas, j'ai eu un coup de chaud parce que j'avais pas demandé le métier des personnes qui étaient venues me voir. Et effectivement, ils étaient exploitants, ils reprenaient en fait l'exploitation du papa en l'occurrence. Donc voilà, les zones sauvegardées, c'est vrai que j'ai eu un projet en pleine campagne, c'est le cas de le dire, qui était classé petit patrimoine et en fait on ne le savait pas, la mairie non plus. On a déposé une DP et puis on a eu un refus à la grande surprise de tout le monde. En fait, on avait mis des photovoltaïques et les ABF ont refusé. Donc c'était plus ou moins... donc on a redéposé. Donc là, je reparle aussi effectivement le plan de prévention des risques, toutes ces choses-là. La RT, c'est vrai que la RT existant, la RT 2012 et la RE 2020, sur un projet il y a 15 jours, j'ai appris, j'étais partie pour déposer un permis de construire et en fait avec j'étais plutôt partie pour déposer une DP et la mairie m'a demandé d'avoir un permis de construire parce qu'en fait dans les combles on avait des combles qui étaient aménagés, qui n'étaient pas aménagés, qui étaient avant pour du grenier à foin et on aménage plus de 20 mètres carrés donc du coup je vais être obligée de passer avec un permis de construire. Les outils, le temps, l'humain, le budget, ça c'est vrai que c'est super important. Je vais commencer par l'humain et le temps parce que c'est important d'avoir un bon rapport. Alors effectivement, c'est des projets de vie, mais je trouve que c'est important de prendre le temps d'aller voir les interlocuteurs, que ce soit les voisins, les services instructeurs, les mairies. Je trouve que c'est bien effectivement de les voir avant. Et puis de prendre le temps de chaque phase. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Le financement, effectivement, c'est essentiel. Attention aux exigences des banques, parce qu'effectivement, ils ne demandent pas toujours les mêmes choses. Et puis, quand bien même, si par exemple, vous avez 200 000 euros potentiellement, vous avez peut-être, vous, envie de mettre que 100 000 euros sur votre projet et puis de faire autre chose avec les 100 autres 1000. Donc, et il ne faut pas hésiter aussi à demander. Il y a des organismes spécialisés comme Solia qui va vous orienter en fait sur des aides possibles. Il y a l'ANA, ma prime rénov. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui sont possibles de ce côté-là. Et puis pour en revenir à l'outil, moi personnellement j'utilise Archicad. C'est vrai que c'est un outil que j'aime beaucoup, qui est très
qui me permet de travailler en fait en 3D. Alors effectivement, les premiers croquis, c'est dommage sur ce projet-là, je les ai plus. Les premiers croquis sont à la main, et puis c'est vrai qu'inévitablement, pour se faire comprendre, là notamment, Émilie, elle n'arrivait pas à se projeter dans les espaces. On avait des niveaux différents, des grandes hauteurs, une différence ici de niveau là qui était en fait due à aux anciennes cuves. Elle n'arrivait pas à se projeter, donc j'ai fait effectivement la maquette assez vite pour qu'elle puisse se projeter assez rapidement, en tout cas en bonne et due forme. Donc voilà ce que c'était en fait avant. Moi, quand je suis arrivée, ils avaient déjà rénové la première partie en fait ici. Et ils habitaient on le verra dans les plans tout à l'heure, ils avaient une petite partie salon, salle à manger qui était tout ensemble, avec la caravane qui était encore là. Et puis ça, ils avaient une mezzanine avec leur chambre et un petit coin salle d'eau. C'est tout. Et donc, l'espace à côté, voilà, on avait ce grand espace-là qui avait déjà été plus ou moins épuré par leurs premiers travaux. Mais ils avaient tellement la tête dans le guidon qu'ils n'y voyaient plus très clair. Donc voilà, la grange de Prosper réhabilitée. Et donc là, je vous ai mis cette petite anecdote parce que je trouvais que, enfin moi personnellement, j'en avais jamais vu. Et donc, ce qu'on a été obligé de détruire, c'est ces espèces de cuves. Donc en fait, c'est des cuves qui sont enterrées. Alors là, j'ai mis un petit laïus parce que du coup, j'avais peur de ne pas m'en rappeler. Mais en fait, a priori, c'est très commun, très courant dans le muscadet. Les cuves sont enterrées en fait pour une histoire de température. Et en fait, c'est pas de la faïence, en fait, c'est des espèces de carreaux de verre, c'est ni de la céramique. Et donc, du coup, il a fallu qu'on démolisse ça, puisqu'en fait, on avait besoin d'être un peu plus bas pour passer les réseaux. Donc, on s'en est servi en même temps pour mettre un peu de remblai dedans. Donc voilà, et en fait, pour la petite histoire, en fait, les joints et le fond en fait, des cuves étaient encore une espèce de poudre un peu dorée, qui sont en fait les lits. Quand on dit muscadet sur lit, en fait, c'est des espèces que je me trompe pas, c'est des levures en fait, qui font que ça donne plus ou moins des arômes au vin. Donc voilà, donc ça c'était. Donc après on le verra sur les slides d'après, puis on l'a vu un petit peu sur les photos d'avant. En fait, vraiment dans ce projet-là, pour moi, ce qui était important, c'était effectivement de garder les gabarits d'ouverture sur la façade principale, de la perspective offerte sur le grand paysage, puisqu'en fait on est plein sud. Et puis après, on avait une composition en fait sur la grande verrière, qui elle était nord-est, donc qui était grande, mais qui était déjà existante et qui en même temps était assez proche des voisins. Et puis les jeux de hauteur et des différences de niveau dans le projet de manière globale. Donc là, on arrive sur la partie conception. Je vais passer assez vite dessus, mais effectivement, on suit on va dire des étapes qui se déroulent de la phase, alors une fois que la faisabilité en tout cas est faite, de la phase esquisse jusqu'effectivement au chantier. Donc on a la phase esquisse, APS, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, le pro, l'exé, le DET et tout ce qui va avec. Donc effectivement, quand besoin, moi je demande régulièrement l'avis effectivement des bureaux d'études thermiques. Ça peut être aussi en structure quand on a besoin même si on est dans l'existant, pour un renforcement de mur. Donc là, en fait, typiquement sur ce projet-là, ça par exemple, dès nos premiers rendez-vous, quand j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à comprendre, j'ai monté la maquette très rapidement. Donc, même si c'est des petits volumes comme ça, on pouvait se balader un petit peu dedans. Elle arrivait mieux à comprendre comment on pouvait, parce qu'effectivement, là, on est sur une partie qui est basse, qu'ils avaient déjà réalisée, la mezzanine qu'ils avaient faite. Et là, en fait, on était déjà un peu plus haut. Et puis là, du coup, on avait un décaissé. Donc, on s'est promené autour de tout ça. Et alors, c'est vrai que nous, les façades ou les coupes vont nous parler, mais c'est vrai que ces espèces d'axonométrie sont assez parlantes pour le particulier. Ça, par exemple, c'est le stade juste avant de déposer le permis de construire. Donc, c'est une coupe perspective pour ce projet-là, inévitablement, avec les différences de niveau qu'on avait un petit peu partout, pour avoir quelque chose de fluide. Mine de rien, on a appelé ça un loft, mais ce n'est pas si grand que ça. Et donc, du coup, pour optimiser les espaces, j'avais travaillé avec eux vraiment très en amont sur du mobilier, parce qu'en fait, ils avaient aussi beaucoup de mobilier, soit chiné, soit qu'ils avaient retapé, qu'ils voulaient garder. Donc voilà, donc là, en enlevant la partie du mur mitoyen, et donc sur, on va dire, une coupe axonométrique, et du coup, une fois que j'en suis là, on peut déposer le permis de construire en bonne et due forme. Je vous ai mis ici en fait un exemple de permis de construire qui n'est pas celui du projet, parce qu'en fait il datait de 2015 et il était moins complet que ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors non seulement on nous en demande de plus en plus, mais c'est vrai que c'est important de bien se faire comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui les communes sont regroupées sur les communautés de communes. Les instructeurs ne connaissent pas forcément leur territoire, aussi bien que nos maires ou nos élus d'avant. Donc inévitablement, c'est vrai que si on veut bien se faire comprendre, moi j'ai tendance à
effectivement, bon, alors après, il y a des pièces obligatoires, hein, le plan de situation, le plan masse avant-après, où là, évidemment, on va parler des réseaux, puisqu'effectivement, le fait de l'assainissement autonome, il faut avoir il faut avoir fait une étude de filière avant, et c'est l'attestation du SPANC qu'on va joindre au permis de construire. Les profils avant-après, c'est surtout important quand on est sur du... Là, typiquement, ce projet, c'était l'exploitant. Et derrière, la petite annexe, qui était une annexe complètement, en très mauvais état, on l'a démolie et reconstruite en lieu et place. Et donc, l'accès sur le terrain se faisait ici. Et puis après, on avait les grands champs par derrière. Donc, dans le permis de construire, on a une pièce qui est importante, qui est la notice, où on va décrire le projet, l'avant, l'après. Et puis après, façade par façade, on va développer l'avant-après, pareil, jusque-là. L'insertion paysagère qui est importante, donc pour montrer effectivement le gabarit, alors soit des ouvertures, soit l'insertion dans le projet, enfin le projet dans son environnement. Là, on avait le petit bout de démolition derrière, et ça c'est pas obligatoire, mais moi je le mets toujours en fait pour avoir les projets, pour avoir le plan en fait avant et après très détaillé. À savoir que pour la petite histoire, sur ce projet-là, on a eu 3 ou 4 allers-retours avec ce que faisait voir Julien tout à l'heure sur le CERFA, ou pour comment dire, pour les surfaces, puisqu'en fait on avait pour ce projet un énorme vide sur séjour, et du coup les instructeurs ne comprenaient pas pourquoi dans le projet j'avais 60 mètres carrés en moins que sur l'existant. Ça faisait un peu beaucoup d'isolation, donc voilà. Donc ça c'est les slides de manière un petit peu plus grosse. Donc voilà, donc ça c'est le fameux CERFA. C'est juste une page, mais je trouve qu'on y passe des heures et des heures, et c'est vrai qu'il faut bien le faire entre l'exploitation agricole, ce qu'il y avait donc en surface existante avant, la surface créée, la surface par changement de destination, enfin voilà. Il y a aussi une aide pour le calcul de ces surfaces, je ne sais plus comment elle s'appelle, une planche du service qu'on peut trouver en ligne sur justement le calcul de ces surfaces. Et ça, c'était plus pour vous donner un exemple. Quand on fait une petite extension, ce qui a été le cas sur plusieurs de mes projets, on nous demande quand même la RT 2012. Donc voilà une des pages de la RT 2012 pour les résistances thermiques des parois. Et puis ça, très rapidement, parce que je vois qu'Anne est déjà là, le choix des artisans, c'est inévitablement un choix très important pour le projet, parce que nous, on peut vous dessiner tout ce qu'on veut. Si c'est pas bien réalisé, c'est pas génial. Donc voilà, donc ça, j'ai tendance à alerter souvent. Surtout en ce moment, on prend beaucoup de temps, inévitablement, parce qu'en fait, on a même les artisans qu'on connaît bien et avec qui on a l'habitude de travailler, on les relance beaucoup, parce qu'ils sont débordés. Et c'est vrai qu'avoir des devis aujourd'hui, c'est franchement sportif. Et puis si on le fait trop vite, on va oublier des choses et c'est pas mieux. Là, ça, c'était les plans du projet. Et puis le projet réalisé, fini, avec donc du coup une petite slide sur la réalisation du chantier, la réception des travaux. Là, c'est une vue effectivement qui est un peu déformée parce que c'est pas aussi grand que ça, mais voilà, du volume principal du coup de Benjamin et Émilie. Et puis quelques photos donc du projet réalisé avec la partie. En fait, là ici, on est dans la partie en fait. La première partie qu'ils avaient rénovée, et puis du coup la deuxième ici sur laquelle je suis intervenue. Donc voilà.